tous et bienvenue pour ce podcast numéro 89 Les Dessous du Troll. Aujourd'hui je suis avec Alexandre. Bonjour à tous et bienvenue chez Les Dessous du Troll. Aujourd'hui je suis avec Aurélien. Salut. Et nous, alors avant de commencer par parler d'un jeu qu'on était content de la Flop. Eh bien, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur le Twitter, le Facebook, le YouTube, Dailymotion, sur le site bien évidemment, www.lesdessousdutroll.fr. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà. C'est tout? Oui, c'est parti. Alors moi j'ai envie de passer par là et revenir par là, mais en fait je vais pas pouvoir parce qu'on n'a pas d'effets spéciaux. Ah oui, ça serait bien. Ouais, non. J'ai pas envie de faire du monde. C'est ça. Portal, Zone Cooperative Cake Acquisition Game, ou Portal, le jeu non coopératif d'obtention de gâteaux. Voilà. Tout est posé. Alors rien que dans le titre, vous comprenez donc que c'est un jeu qui n'est pas coopératif et où il faut aller récupérer les gâteaux. Ouais. Donc ça se base effectivement sur le jeu vidéo de Valve. Oui. Enfin la petite équipe qui était phagocytée par Valve, des deux jeux vidéo, le premier qui était un test et le deuxième dont on a parlé durant la première saison 0 des Dessous du Troll quand on faisait un peu de jeux vidéo. Voilà, ça a été le deuxième épisode où on a parlé de Portal dans la sélection jeux vidéo. Donc c'est pour dire que c'est un jeu qu'on affectionne tout particulièrement. Le jeu est génial. Voilà. Il est édité pour le jeu de société chez Cryptozoic. Voilà, donc pour information, Cryptozoic, derrière c'est Blizzard. Voilà. Donc c'est du gros qui s'allie avec du gros pour faire un jeu qui est très décevant. Voilà. Comment fonctionne le jeu ? Vous êtes des test subjects, donc des sujets de test, et le but c'est d'accumuler du gâteau. Donc vous êtes dans une espèce dans les salles de test, mais cette fois-ci vous avez une vision globale de toutes ces salles de test. Donc vous avez devant vous 3 lignes de un certain nombre de salles. Ces salles sont toujours hexagonales et elles ont la particularité de pouvoir se clipser les unes aux autres, histoire de toujours avoir 3 lignes qui n'ont pas forcément le même nombre, mais qui par contre s'enclipsent quand une salle à droite est finie, à gauche c'est reparti. Donc vous avez des actions assez simples en main, vous avez des cartes qui vous permettent de faire des actions spéciales qui du fait d'être jouées vont modifier le fonctionnement global du jeu. C'est parce que les cartes ont deux côtés, une côté très typé test et une autre qui est personnage. Donc là on reprend tous les personnages très habituels de Portal 2 et de Portal 1 aussi, donc Ratman, Weasel, P-Boy, ainsi de suite, tous ceux. La tourelle, la tourelle totalement déglinguée aussi, donc ces personnages-là, quand ils sont sur le côté personnage, modifient la fonction de jeu. Donc par exemple on a le droit de marcher plus. Quand on fait une acquisition de gâteaux, et on peut aller détruire un autre gâteau d'un autre, ou ainsi de suite. Voilà. Donc une fois que vous avez joué cette carte, vous pouvez après déplacer vos test subjects. Donc vous les prenez d'une salle, vous allez l'amener à une autre salle. Voilà, que vous preniez tous vos tests ou pas, c'est à vous qui voyez. Une fois que vous avez fait ça, vous déclenchez le recyclage des salles. Donc il y a GLaDOS qui arrive frais comme un gardon, fraîche, voilà. Ouais. Et qui dit je déclenche cette salle là. Donc c'est les salles qui sont tout au bout de la ligne, ouais. Et qui faut imaginer un espèce de tapis roulant. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc tu actives une des dernières cartes. S'il se passe des trucs, par exemple, parce que c'est activé, donc là on regarde qui y a sur la carte, qui est majoritaire. Il y a des petits pictos qui disent soit tu pièges des cartes, soit tu gagnes des cakes, et ainsi de suite. Une fois après, on détruit tout le monde, tous ceux qui étaient sur la table. Je sais bien. Hein. Une fois que c'est fait, on prend la tuile, on la retourne et on la remet du côté tout gauche de la tuile au début. Mais par contre, les deux côtés sont différents. Les deux faces de la salle de test sont différents. Voilà, donc
on va poser des parts de cake, de gâteaux sur la table et ainsi de suite. Donc globalement les règles sont très simples. Voilà. Il y a de la manipulation aussi. Ah oui, pour information, on peut utiliser le portal gun, mais c'est assez anecdotique comme truc, même si je pense qu'on l'a pas assez utilisé. Mais bon, au lieu de quand on a une carte en main et qu'on la joue, on n'est pas obligé de faire l'effet. On peut dire bah non, en fait, je vais prendre le portal gun, donc le pistolet à portail, et je vais dire j'ouvre un portail là et un portail là, ce qui fait que lors du déplacement, c'est comme dans le portal, tu passes de l'un à l'autre, quoi. C'est tout simplement. Ça permet de se déplacer très très loin d'un coup. Voilà. Mais par contre, il suffit que le portail il est là, ça te bouffe quand même une action et il peut se passer des trucs après. Parce que il faut à la fois gagner du gâteau, mais il faut surtout survivre. Le jeu se déclenche quand la fin du jeu, quand quelqu'un n'a plus de test subject ou qu'il n'y a plus de gâteau. Voilà. Donc ça peut. Il y a plus de gâteau dans sa réserve. Dans sa réserve, ouais. Les gâteaux peuvent être soit détruits, soit sur le plateau. Voilà. Un plateau qui est sur le plateau avec un test subject, c'est cool, tu l'as. Un gâteau qui est incinéré, par contre là, c'est perdu. Ouais. Il est totalement perdu. Il va dans la boîte. C'est ça qui est fun. Donc le jeu peut se finir assez abruptement. C'est un jeu qui est pas très long. Avec l'explication des règles, en 1 heure, c'est largement fait. Voilà. Donc vous allez calculer à la fin du jeu qui a le plus de gâteaux. Voilà, ou alors qui a au moins un gâteau des fois. Parce que c'est un peu compliqué de réussir à bien poser le gâteau, que le gâteau soit pas détruit, soit pas incinéré, que soit pas pris, enfin que t'aies un test subject dessus, voilà. Donc des fois c'est un peu faut batailler. Voilà. Oui, c'est pas évident. Par contre, du fait de la simplicité des règles, il faut bien lire les cartes parce que ça donne des trucs vraiment sympas, des actions qui font que d'un tour à l'autre, tout est modifié. Pour continuer avec les trucs qui sont proches de Portal de base, les fameuses tourelles. Donc le jeu contient 2 figurines assez cocasses et cossues. D'une tourelle, donc qui permet il y a une action, c'est poser la tourelle. Quand tu poses la tourelle, elle détruit tout ce qu'il y a autour. Enfin, ce qu'il y a sur la case, et que si quelqu'un se déplace vers cette case-là, il est tué. Voilà, une tourelle. Voilà, une tourelle. Enfin, et va tout droit. On peut pas passer derrière et puis mettre un coup de portail. Ouais. Ça, on peut pas. Non, ça va une tourelle. Et il y a le compagnon de cube, donc c'est le petit cube d'accompagnement affectif, en français ils ont rajouté des mots, où tu l'as en fait, il est placé dans une salle et tous les tests, les sujets de test ne s'intéressent qu'au cube et ne réussissent pas les tests qui s'y passent. En gros, le play, c'est vous posez le compagnon cube, vous activez la case. Il se passe rien. Abandonne. Par contre, ils sont morts parce que voilà. On gagne pas les bonus. Et en vrai, c'est ça. Maintenant, on va parler un peu du packaging. Il y a des belles cartes. Les tuiles de test sont sympathiques. C'est-à-dire le principe fonctionne. Je pense pas qu'il est optimum. Mais par contre, c'est pas ultra sexy, quoi. Voilà. Moi, je sais pas, ça ressemble à Portal. Ah, ça ressemble, oui, mais par contre, je parle au niveau du dessin. Il y a la profondeur est un peu bizarre à regarder. Voilà. Oui, ouais. Le problème du cube, c'est devant ou derrière dans la profondeur. Non, voilà, c'est ça. Ah, ouais, ça c'est la perspective, ça ne peut rien. Ouais. Donc, et puis quand tu dépunches et quand tu repunches, des fois c'est. Mais bon, ça c'est pour pinailler. Les cartes sont belles, les illustrations sont prises toujours. Ce qui est très drôle, c'est que sur la boîte, et la règle du jeu, c'est vraiment pousser à son paroxysme de coller au jeu. Donc sur la boîte, c'est des personnes il y a une mise en abîme parce que c'est des personnes qui sont dans Portal, qui sont en train de jouer, donc ils sont pas contents, et il y a une typo un peu mécanique, très Portal, très droite sur les textes. La boîte est légèrement de base, elle est abîmée, mais en fait pas. Enfin, ils ont poussé à fond l'esthétique
l'esprit Portal. Voilà. Donc la règle est vraiment très intéressante. Par contre, le jeu est que en VO. On n'a pas dit, j'ai pas dit, mais il est que en import. Vous le trouvez en France, il y a pas de souci, hein, du côté de l'est, mais en anglais quoi. Donc c'est vraiment la règle est très sympa à lire et avec les petites annotations typées GLaDOS et compagnie où c'est de l'humour assez noir mais très enfantin. Voilà, c'est une dichotomie assez drôle, c'est que ça s'adresse à un public adulte, oui. Mais par contre c'est abordable par tout le monde. Voilà, il y a pas de gore, il y a pas de machin, c'est assez fin. Voilà. Et puis c'est très bien retranscrit dans cette règle du jeu. Par contre, je trouve la boîte assez vide. Je la trouve grosse pour pas grand chose. Hein. Oui, c'est une grosse boîte vide. Voilà, par exemple, pour donner un conseil, il y a 2 trous pour mettre les salles. Et ben en fait, un seul trou suffit et l'autre il est vide. Oui. Voilà. C'est ça. Il y a des cartes, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Hein. C'est tout cassé, il y en a 25. Elles sont belles, mais ça fait pas beaucoup. Et finalement c'est tout. Donc c'est ça pour ça que je suis un peu déçu. Moi je suis déçu pourquoi ? Parce que j'aurais pensé à une station de Portal autre que du déplacement. Voilà. J'aurais bien aimé que quand on met un portal, le companion cube se déplace, la tourelle se déplace. Voilà. Ouais. Là, c'est que fait pour les déplacements. Ou qu'il y ait des cartes qui puissent gérer ça. Qu'il y ait par exemple plusieurs portails. Parce que par joueur, par exemple, tout simplement. Parce que là, c'est un portail qu'on partage à tous. Voilà. Après, je pense que voyant la boîte et compagnie, je m'attendais à un jeu un peu plus velu et qu'en fait, ça l'est pas du tout. Donc c'est dans la catégorie jeu rapide, il est très bien porté, mais de par son packaging, je m'attendais à un jeu un peu plus profond. C'est une attente, c'est pas une réalité. Voilà. Ouais, moi je te trouve dur avec ce jeu parce que j'ai trouvé que c'était un jeu assez sympa quand même. Il y a pas mal de mécaniques finalement assez inédites ou assez comment dire, peut-être pas inédites mais qu'on voit pas tous les jours en tout cas. Tout, hein. Tout le système des salles qui se clipsent, qui se recyclent, qui se retournent au début. Le système, j'aime beaucoup aussi des cartes où en fait d'un côté vous avez le pouvoir que vous activez et puis de l'autre côté vous avez le pouvoir que vous laissez en place jusqu'à ce qu'une autre carte vienne la remplacer. Enfin moi j'ai trouvé que c'était un jeu intéressant. On a peut-être mal enfin disons que c'est pas évident à prendre en main au début parce que on va peu du mal à voir ce qu'il faut faire, à voir comment jouer, à voir où aller et à voir la fin arriver. Ouais. Ça c'est un peu le petit problème du jeu, mais quand il se joue plus, on arrive je pense à maîtriser tout ça et puis à vraiment à bien jouer. En plus c'est un jeu qui a les mécaniques sont pas très très compliquées en fait, elles sont même plutôt très simples. Du coup ça joue, c'est quand même assez fluide quand on joue quoi. C'est le tour du jeu, il prend 2 minutes et puis c'est le suivant qui joue, etc. Donc il y a pas vraiment de temps mort. Alors peut-être qu'on est déçu parce que c'est Portal et parce que le jeu vidéo étant ce qu'il est, c'est un phénomène quand même. On est déçu parce qu'on s'attend peut-être à mieux pour un jeu de plateau. Pas à mieux. De l'envergure de Portal. Mais... C'est pas. Encore une fois, moi, j'ai pas un problème au niveau du jeu. Non, je pensais que c'était plus un jeu plus profond. Et là, c'est un jeu moyen d'ouverture. Voilà. Oui. Je pensais que on allait se poser, qu'on allait jouer 3 heures et que oui, on aurait construit des portails dans tous les sens, les têtes de subject, on aurait fait de la production, de la ressource. Et voilà, c'est oui, d'accord. C'est pas la même attente. Hein. Ouais. En effet, c'est pas un gros jeu. En effet, c'est pas un gros jeu. C'est le format comme on voit un peu partout maintenant. Ouais. Quoi, ces jeux qui durent 1 heure à peu près. Et voilà, il est dans cette gamme-là. Dans cette gamme-là, il est plutôt très bien quand même. Après le prix, je sais pas combien tu l'avais eu. Alors, on l'a eu à 50 €. 50 €. Voilà. Ouais, ça fait un peu cher pour un jeu de cette taille-là. C'est de l'import. Ouais, donc, après voilà. C'est de l'import. Donc forcément, c'est peut-être c'est un peu plus cher aussi. Enfin bon, moi j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Donc voilà, c'est un jeu à tester qui est pas dénué d'intérêt, mais faut quand on y joue être dans la position que c'est un petit jeu. Voilà. Ouais. Par contre, je pense que si vous connaissez pas Portal, je sais pas si ça passe quoi. Je pense que vous compitez pas la moitié des règles, pas des règles mais des blagues, que l'univers est vraiment assez aseptisé.
c'est des sujets de test et que ça vous aurez pas le même affect avec le compagnon de cube, les tourelles qui chantent et compagnie. Ouais, je pense que jouer à ce jeu sans connaître le jeu vidéo, il y a moyen que vous passiez à côté de quelque chose, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, toute l'histoire du jeu vidéo se reflète dedans. En fait, c'est toutes ces cross-univers où on est dans l'univers, mais on est à côté. Ouais. Voilà, on n'est pas dans l'idée principale, mais on est à côté, et que connaître la trame principale permet de savourer les petites blagues, ou alors les pouvoirs qui ont des impacts, et quand on retourne Weasel et ça bloque les actions parce qu'il parle trop, enfin tout est cohérent. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc globalement ça se teste, ça se joue bien. Si vous êtes ultra fan de Portal Go, voilà, c'est ça. Si vous connaissez pas du tout Portal, testez-le avant de l'acheter, oui. Vraiment. C'est ça. Voilà. On enchaîne avec une autre critique, un peu plus velue encore cette fois, et c'est parti. C'est parti, on laisse la place. Bonjour, alors là on va parler de Game of Thrones et je suis avec Arnaud. Merci de me sauver. Un petit peu hésité là. Ouais, là je suis un peu cuit. Tu sais qu'on se connaît depuis 10 ans 12 ans Oui, un peu, ouais. Et du coup, moi c'est Charles. Bonjour ceux Charles. Qui savent pas encore. Et donc, Game of Thrones, je te propose, on rentre dans le vif du sujet. L'original. L'original c'est la deuxième réédition, mais oui. C'est le jeu original de cartes. Le truc qui a donné le livre, qui a donné la série. Ah oui. D'accord. Original. Donc c'est la deuxième, c'est bien de le dire, la deuxième version du jeu de cartes évolutif. Voilà, donc qui est une donc du coup c'est un jeu qui est de 2 à 4 joueurs, 6 ou si vous achetez une deuxième boîte. C'est ça l'évolution. Ouais, c'est peut-être ça. 14 plus, 1 heure de jeu. Un peu plus. Je pense qu'une heure de jeu, c'est quand tu commences à maîtriser, ou alors quand tu roules sur quelqu'un. Un peu plus. Moi, je dirais 2 heures avec les explications. Mais 1h30 en partie sèche, ouais. Après, si tu roules sur quelqu'un, ça peut aller toujours plus vite. Donc, c'est un jeu de Nat French. Oui, c'est pas une blague. Eric Lang, qui a été édité par Fantasy Flight Games. Voilà. Donc c'est un jeu, on va commencer par le packaging. Moi j'aime bien parler du packaging en début. Je reçois une petite boîte avec beaucoup de cartes, 120 cartes dedans. Et dedans il y a plein d'intercalaires pour que tu puisses les classer de manière intelligente. Non. Et tous les dos des cartes sont sérigraphiés parce qu'il faut pas les mélanger entre elles. Non plus. Ah, c'est triste. Et en plus, oui, il y a des dos qui ont pas de raison de ne pas être différents. Et qu'en fait, si. Alors peut-être pour plus tard, mais là, je sais pas. Donc là, c'est effectivement beaucoup de cartes dans une petite boîte. 120 cartes pour 40 €. Donc c'est un peu cher, la carte, mais après ça se débrouille. Alors le jeu vous vend. C'est une qualité de Magic Light, quand même. Ouais. Avec le dessin. Oui, c'est vrai qu'après c'est du jeu de cartes évolutif. On peut pas trop. C'est pas la même chose, quoi. C'est beaucoup de travail, surtout en amont, surtout sur la R&D pour faire en sorte que ça tourne bien, etc. Est-ce qu'il me semble que je sais plus si c'était la première édition de Game of Thrones, où vous avez repris pas mal. Non, c'était peut-être un autre jeu où justement il y avait pas mal de cartes, ils avaient repris du fan art, plusieurs sources. Alors là, on voit première vraiment édition de Game of Thrones, c'est 2000 cartes. C'est pour ça qu'ils ont commencé à faire la V2, quoi. Alors là, on voit vraiment que les cartes ont été dessinées par le même groupe de personnes. Ouais. Une homogénéité. Donc le jeu, il faut que j'en parle un peu. Il vous vend plusieurs choses. Il vous vend le fait que ça soit un jeu de cartes évolutif. Donc vous avez une extension fermée qui peut être jouée avec vos copains. Ce qu'on a fait nous, on a pris qu'une seule boîte de jeu de base et on a joué. C'est surtout ça qu'on va critiquer. Vous pouvez faire du compétitif. Dans ce cas-là, il va falloir vous acheter 3 boîtes de jeu pour avoir 3 exemplaires de chaque carte pour avoir un jeu qui soit compétitif. Mais à ça, il va falloir ajouter toutes les extensions. Actuellement, il y en a 2, 3,
3 paquets qui sont sortis à 20 euros, je crois. Donc il faudra tripler à chaque fois. Donc si vous voulez vraiment avoir tout, ça va vous coûter cher. Pour cela, il va falloir tout simplement acheter des cartes à l'unité. Dans ce cas-là, vous avez des sites spécialisés. Alors moi j'ai acheté chez Ludiworld, et Ludiworld vendent les cartes également à l'unité, donc c'est très bien pour ce que j'en connais. Vous avez des packages avec des cartes qui ont l'air moins intéressantes du coup et qui vont prendre la carte à l'unité, c'est qu'une fois que tu as acheté ton jeu, tu vois très bien les cartes que tu vas vouloir en double. Oui, clairement tu as les cartes perso ouais. Et puis tu joues une famille ou 2 familles quoi, pas plus. Donc a priori c'est abordable, ça reste abordable en fait, je pense, par rapport à du Magic, hein, parce que évidemment c'est un jeu de cartes, on va le comparer à celui qui se fait de mieux, hein. Clairement il reprend beaucoup de mécaniques de Magic. Ben oui, enfin en même temps Magic a un peu tout inventé dans le milieu, donc bon. Donc voilà, les cartes sont tirées des illustrations communes à la licence Game of Thrones. Alors par exemple, j'avais parlé j'avais fait la critique également de Game of Thrones, le jeu de plateau. Et ben il y a des illustrations qui sont communes. Donc voilà, ils ont réutilisé tout simplement leur base d'illustration et elles sont très belles, et à l'époque je disais qu'elles étaient déjà très bien, et là c'est encore le cas, donc à ce niveau là vraiment l'ambiance est top. Surtout maintenant c'est homogène. Je sais pas si tu te rappelles Barbarossa, où tu avais un artiste qui s'occupait d'un camp et un artiste qui s'occupait de l'autre, et tu avais cette impression bizarre. Ouais, bon. Il y a peut-être par contre un problème de packaging qu'il va falloir qu'on évoque tout de suite, comme ça on s'en débarrasse. C'est la lisibilité des cartes. Typiquement, le texte du carte, le nom de la carte n'est pas partout pareil en fonction du type de carte. Si vous avez un personnage, le nom sera au milieu. Si vous avez un lieu, il sera écrit en biais sur le côté. Et si vous avez un événement, il sera, je sais plus, en bas ou en haut, le nom. Enfin, juste ça, je veux dire, la famille, c'est pas spécialement lisible non plus. Le drapeau de la famille, il varie d'endroit. Et ajouter à ça certains points de règle, genre les cartes personnages uniques. Il y a un petit parchemin en dessous du fanion. C'est clairement pas le genre de truc qui soit lisible, en fait, je trouve. Clairement, quand on compare une carte Magic qui est assez stéréotypée, où on voit c'est complètement stéréotypé. Un type d'information est toujours au même endroit, c'est toujours le même picto. Ouais. Là, le problème, c'est que c'est un petit peu changeant, et c'est d'une carte à l'autre. Au lieu de passer une demi-seconde à reconnaître la carte, on passe 2-3 secondes à la lire. Alors ça, c'est tout bête, mais typiquement, c'est le genre de truc qui va vous faire perdre un peu de temps à l'explication. Explication des règles de la carte, etc. Explication qui est un peu confuse parce que ça se passe en 7 étapes. Alors je sais pas si ça a été voulu, mais du coup le royaume des 7 couronnes, 7 étapes, vous avez 7 d'or au début. Enfin je pense qu'ils ont essayé quand même de jouer un peu là-dessus. C'est quoi? C'est les anciens? Non, c'est la famille. C'est le culte de la famille, la religion des 7, tout simplement. Donc voilà, Game of Thrones, ouais. Du coup, voilà, l'explication, c'est 7 étapes. Voilà, vous avez la mise en place, etc. Alors, on va pas vous résumer les règles du début à la fin. C'est du Magic. Ce qu'il faut savoir, c'est que on peut dire que c'est un peu du Magic. Contrairement à Magic, on pioche 2 au lieu de 1. Ça, je trouve que c'est toujours bien parce que Magic, le fait de piocher un par un, je trouve que c'est un peu aléatoire. Là, ça réduit un peu l'aléatoire selon moi. Clairement, les cartes volent plus. Elles volent plus, ouais. Vous avez quand même une grosse spécificité par rapport à Magic, c'est l'événement. Comment le complot. Le scénario. Donc vous avez une pile de cartes qui sont les cartes de type complot, qui sont tout simplement des cartes qui vont vous structurer votre tour. Ça va vous permettre d'avoir de l'or. Donc il n'y a pas de mana comparé à Magic pour le coup. Ça va vous permettre de savoir qui joue en premier, ces cartes-là. Ça va vous permettre de savoir, alors il y a la prise, donc la puissance des combats. Pour moi, c'est la létalité du tour. La létalité du tour. Même si, soyons honnêtes, elle varie très peu dans le deck de base. Il y a qu'une seule carte événement qui change de 1 à 2. Je crois qu'il y a une carte aussi à 0. Ah, peut-être, je sais pas. Genre ça, c'est la carte bisounours. Personne ne peut se faire mal. Et il y a 2 autres informations. La valeur de nombre de cartes que vous avez le droit de garder à la fin du tour, qui n'est pas à sous-estimer. Hein.
et la boîte de dialogue qui peut donner des effets variables. Typiquement, on peut chercher un personnage, on peut ne pouvoir que déclarer qu'un seul type de bataille, enfin une seule bataille durant la phase de bataille. Et il faut absolument que je cite le feu grégeois qui dit que vous choisissez 3 personnages, tous les restes meurent. Alors clairement, on peut voir le processus qui a été fait pour adapter ce jeu de cartes en livre, parce que chacun de ces scénarios, de ces complots, en fait, l'impression que ça va te décrire le chapitre d'une histoire. Un peu, oui. Ça va te donner une saveur à l'aller-retour qui va se passer entre les deux joueurs. C'est vrai, il y a le recrutement, la convocation des bannerets, la juste cause. Enfin voilà, ça c'est le nom ce que je viens de vous dire, c'est le nom des cartes, et il y a l'illustration qui va bien et qui vous donne un peu l'ambiance. L'illustration, l'effet. Tous les effets, c'est pas des effets tu prends une carte, tu la déplaces, etc. Oui, bien sûr, c'est expliqué, mais derrière il y a une explication fluff qui est assez agréable. Ouais. Et typiquement le feu grégeois, tu comprends bien que voilà, il y a du feu un peu partout, va falloir sauver les 3 meilleurs, quoi. Ouais, c'est un peu ça en fait. Donc après les cartes, on peut en parler, elles sont peut-être un peu trop typées vis-à-vis de l'histoire. On peut pas réécrire un peu l'histoire, enfin si on peut, mais comment dire, les événements, les cartes événements, etc. Il y a toujours une référence peut-être trop marquée à la série. Bon, après c'est mon avis personnel. J'ai pas l'impression pour moi c'est l'inverse. Pour toi c'est l'inverse? Bon alors ça veut dire que c'est un juste milieu au final. Non, c'est que la référence des cartes, la série s'est inspirée des références des cartes. D'accord. Donc là on va parler un peu du gameplay. Et dans le gameplay, je vous l'ai dit, le jeu de base vous permet de jouer avec vos copains de 1 à 4 et 6 si vous avez des boîtes. Pourquoi 2 à 4. De 2 à 4, oui évidemment. 6 si vous avez le jeu de base. Pourquoi un jeu en multijoueur en carte? Parce qu'ils ont fait un mode en fait. Alors le mode, Arnaud t'y a pas joué, moi j'y ai joué. Il est assez compliqué à décrire. On va commencer par là, c'est le mode mêlée, où vous avez nous on a joué à 4 par exemple. Vous avez un jeu à 4 et là vous allez avoir une phase en plus où il va falloir drafter votre rôle au conseil restreint, qui va vous donner des orientations sur qui est votre ennemi. En fait, vous n'avez pas le droit de le taper, mais lui, il a le droit, clairement. Qui est votre rival? Dans ce cas-là, vous gagnez des points de victoire en plus si vous le tapez. Et ça va vous donner des petits bonus. Si t'as, je sais pas, le grand argentier, t'as de l'argent en plus. Si t'as le maître des bateaux, ça fait un autre truc. Si t'as, je sais pas, celui qui dirige les armées, ça te permet d'avoir +1 sur toutes tes valeurs d'attaque en mêlée. Et ainsi de suite. Du coup, c'est un rôle assez intéressant où tu tournes un peu avec des alliés et des ennemis, etc. Et au milieu, t'as le régent. Le régent, lui, il a pas d'alliés, pas d'amis, donc pas de contraintes. Et il a un petit bonus en plus qui permet de rediriger une attaque sur quelqu'un d'autre. Enfin, c'est quoi? C'est un PNJ ou c'est un des 4 joueurs? C'est un des rôles que tu peux crafter. Enfin, okay. Tu peux prendre au début de chaque tour. Donc ça c'est plutôt intéressant, c'est rigolo. Donc voilà. À part ça, ça structure le jeu et à mon avis ça le mérite. Enfin ça va dans la bonne direction, c'est-à-dire que ça évite que tout le monde peut taper sur tout le monde, etc. Mais ça souffre d'un truc, de deux défauts majeurs. C'est que les effets qui sont valables sur tous les adversaires à la fois sont mal gérés. Sont très mal gérés parce que les personnages sont plus forts du coup en mêlée qu'en joute, là où ça aurait pu être mieux géré comme sur du Seasons où je trouve ça plus c'est adapté quoi. Le coût du personnage varie en fonction du nombre de joueurs et les effets sont souvent communs à tous les joueurs et non pas ciblés. Enfin bon, c'est bon, à ce niveau là c'est mieux. C'est vrai qu'il y a une politique de combo qui est assez intéressante et je sais pas ce que ça donne à plusieurs joueurs, mais à plusieurs joueurs c'est très chaotique en fait parce qu'il y a beaucoup de cartes qui font voler 3 personnages d'un coup, t'as du feu grégeois qui arrive tous les tours, t'as du Varys qui tue tout le monde, voilà, c'est très très chaotique et c'est très inégal. Alors ça reste équilibré.
Ça veut dire j'ai pas l'impression d'avoir une famille qui soit plus déséquilibrée qu'une autre, mais c'est juste tellement chaotique que c'est difficile à prévoir. C'est plus familial, friendly. Voilà. Mais on va parler tout de suite du jeu en joute qui mérite qu'on en parle quand même parce qu'il est bien, parce que on a fait vraiment une partie assez mémorable, très riche en rebondissements, et j'ai fait une autre partie où c'était beaucoup plus simple pour moi, mais voilà, en tout cas c'est un jeu à connaissance. Pour moi c'est un jeu clairement où tu gagnes à t'améliorer en connaissant un peu les cartes qui vont venir, en connaissant un peu les effets des cartes, comment bien les jouer. Et la première partie est pas forcément la meilleure, mais c'est un jeu où tu gagnes en expérience et qui va parler, confirmer un peu du genre. Et du coup, qu'est-ce que tu en as pensé en fait? Non, en fait, ça se déroule bien. Mis à part le fait qu'on travaille avec un grand nombre de cartes, qu'il n'y a pas mal de mécanismes, le jeu est plutôt simple. En fait, les grandes lignes, on invoque des troupes. Ces troupes, on va choisir des défis. On n'est vraiment pas dans la simple opposition Magic, j'attaque, je défends. Là, c'est j'attaque, je défends sur 3 caractéristiques. Ouais, et si t'attaques, potentiellement tu pourras plus défendre. C'est ça. Mais surtout, si j'attaque sur une caractéristique, moi je peux être fort sur 2, faible sur l'une. Ouais. Je peux essayer de limiter la casse si j'ai pas de quoi me défendre potentiellement. En fait, il y a une règle intéressante. T'as un arbre des possibles qui est assez intéressant. C'est l'attaque sans opposition, qui fait que si l'adversaire ne défend pas du tout, il perd encore plus, quoi. Du coup, ça pousse un peu et le fait d'essayer de défendre, c'est dur des fois. Des fois, il faut juste défendre sans opposition. Des fois, il faut. Clairement, ça dépend de la force des personnages, etc. Il faut faire des vrais calculs. Surtout que simple. T'as 3 attaques d'un côté, max 3 attaques de l'autre. Ouais. Et à chaque après, fois, ça peut varier. C'est sur des caractéristiques différentes, donc faut bien arriver à marier les personnages. Ouais, avoir des personnages qui tapent fort. Alors, des fois, avec les événements qui vont bien aussi. Ouais, avec les événements qui vont bien, parce que toi, tu les jouais bien, je trouve, les événements. Tu faisais en sorte qu'il faut faire un complot, une bataille de type complot avant de faire les autres. Ça, je trouvais ça vachement intelligent. Si t'es beaucoup plus fort en complot. Ah oui. Comme les Lannister, en fait. L'idée, c'est que si la première attaque passe pas, au moins, elle a le mérite de monopoliser toutes les défenses. Et ensuite, on essaye de capitaliser sur les suivantes. Ouais, ça, c'est vraiment intéressant comme. Sachant qu'on est dans un modèle assez booléen, c'est soit une attaque échoue, soit elle passe totalement. Après, t'as des persos qui te forcent à faire une stratégie plus qu'une autre. Enfin, t'as des persos qui sont très très forts, mais que en une seule type de bataille. Alors ça, on en a pas trop eu, mais sur une autre faction, genre la garde de nuit, tous les personnages sont triés en tant qu'intendant, comme dans la série ou dans le livre, intendant, éclaireur et builder. Et du coup, le builder, il fait que des attaques de type couronne. Pouvoir. L'intendant, il fait que de l'espionnage, et le patrouilleur, il fait que de l'attaque. Ouais. Et du coup, c'est un jeu où vraiment et les cartes sont très très fortes pour la garde de nuit, mais par contre, elles sont très spécialisées. Et du coup, c'est très très dur de. Voilà, t'as des cartes comme ça un peu. J'avais une question sur les familles, parce qu'à 2 joueurs, en fait, on joue 2 familles à la fois. Oui. Chaque famille a une saveur particulière. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la boîte de base, on vous donne des decks un peu tout faits, mais en vrai, la règle, c'est vous choisissez une famille principale où vous n'avez pas le droit de jouer les personnages qui sont pas attachés. Enfin, vous avez le droit de jouer tous les personnages. Une famille secondaire, vous avez le droit de jouer que les personnages qui ne sont pas attachés à la famille. Genre ceux pas les lords, quoi. Non, pas exactement. C'est ceux où il y avait le bandon, mais je te l'ai pas décrit parce qu'on n'en avait pas spécialement besoin. Mais voilà, t'as une règle très spéciale pour le reste en fait. Là, c'était vraiment du deck de démons. Les personnages principaux sont très forts. Ils sont très forts. Ouais. Ils marchent, ils synergisent vachement bien quand tu arrives à avoir toute la famille. Ouais, les familles jouent très bien ensemble en fait. Voilà. Et du coup, quand t'as 2 familles, des fois, ça te gêne plus qu'autre chose. Enfin, ça dépend. Franchement, ça dépend. Il y a beaucoup de choses à faire. Moi, j'ai trouvé que c'était un jeu très 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 intéressant. J'y rejouerais bien, mais par contre que en joute. En mêlée, c'est vrai que. En mêlée, t'as l'aspect diplomatique à prendre en compte. En fait, en mêlée, c'est le chaos. C'est comme ça que je en joute, il y a vraiment un aspect de capitalisation, c'est-à-dire qu'on peut arriver à jouer plusieurs tours à se construire.
à limiter les dégâts en face. Ensuite, on arrive à taper sur l'adversaire, mais on n'arrive pas non plus à marquer des points parce qu'en gros, il y a une telle opposition en face. Et il arrive un moment où on arrive enfin à marquer quelques points parce que l'autre se reforme ses troupes. Et je pense qu'en mêlée, t'as pas ce moment où c'est bon, j'ai passé 3 tours à lui mettre sur la gueule, maintenant j'ai le droit de marquer des points. Je sais pas si on l'a dit, mais alors il y a 3 types de batailles. La mêlée, ça permet de tuer des personnages. Donc ça, c'est fort. C'est fort à moyen terme parce qu'au tour d'après, il manquera quelqu'un dans l'armée de l'adversaire. T'as un effet un peu plus long terme qui est l'espionnage où tu sabotes la main de l'adversaire. Et t'as un effet très court terme qui est du point de victoire immédiat où tu voles des points de victoire à l'adversaire. Et en fait, les familles sont un peu spécialisées, hein, évidemment. Et moi, j'ai joué contre du coup la famille Lannister qui elle est complètement sabotage, etc. Du coup, ça donnait clairement le point de victoire, c'est du long terme parce que tu voles à l'autre. Oui, il y a ça aussi. Ouais. Bon, après, on peut pas le résumer que comme ça. T'as joué avec une invite la moitié du temps, tu veux dire. Mais clairement, j'avais plus de cartes. J'avais un Lannister qui me sabotait pendant qu'il renforçait ses troupes, etc. Alors que j'étais très très présent sur le début de la partie. T'avais une hégémonie sur 2 des 3. C'est ça. Complètement. Je perdais d'une ou deux personnes partout. Et on a vu vraiment son jeu s'installer et un final très fort où j'ai essayé de tout aller à mes 15 points le plus vite possible avant de complètement perdre pied et cette façon des Lannister de résister, etc. C'était une partie très intéressante et je pense que c'est la mécanique du jeu et des familles qui veut ça en fait, qui veut que ça se joue comme ça et que ça fasse une vraie histoire de bataille, un qui joue un peu plus camp sur le long terme, etc. et l'autre qui est très agressif. Clairement, t'es vraiment dans une histoire de flux de capitalisation des forces. Ouais. Et ça, c'est la vraie force de ce jeu-là. Voilà. Et je terminerai là-dessus parce qu'on a déjà trop d'ici. Non, mais avis très positif sur le jeu. Avis très positif, ouais. J'y rejouerai, c'est sûr. Voilà. Oui, c'est sûr. Je pense qu'on a fait le tour là. Coucou! C'est pour les enfants maintenant. Ouh. Donc. Ok, donc demain dans le FBI pour les pédophiles. Voilà. Je pense que on va passer. C'est la 2e fois dont on parle d'Abba, mais cette fois on va critiquer un jeu. On va en parler un peu plus longuement. Donc, un peu avant de parler du jeu. Non, Saute Lapin, on le fera après. Non. Là, on fait Odysseyland. D'accord. Voilà, Abba sont très connus pour faire les meilleurs jeux pour enfants au monde. Jeux de société. Of the world. Voilà. Ils ont un monopole qui est bien mérité de la qualité de jeu, de l'entretien qu'ils ont avec les différentes équipes, et qui sont allemands et qui sont connus pour leur grosse boîte jaune. Voilà. Alors, Odysseyland, il n'y a pas de boîte jaune. Voilà. Tu m'as menti. Non. Mais ils veulent un peu changer. Donc Surtout que ça fait pas très pour enfants. En fait. Oui, mais ils veulent changer un peu cette volonté-là en sortant une série qui s'appelle les soirées jeux. Voilà. Donc c'est des jeux un peu plus compliqués, un peu plus pour plus jeunes. Donc on passe sur de la gamme 10 ans et plus. Et on arrête avec les gros lapins et les grosses carottes dans les boîtes jaunes. On est encore loin quand même du gros jeu pour joueurs avertis. Ça se voit un peu au packaging, comme tu dis. C'est la gamme soirée jeu. Vous avez un gros tampon dessus marqué spécial soirée jeu. Ouais, sans déconner, je comptais, je sais pas, on s'est aux toilettes. Et il y a c'est sûr qu'il y a des petits pictogrammes où il te dit que tu as très très envie d'y rejouer quand tu y joues. Ouais, c'est donc, ça. Bon, le jeu dès le packaging vous prend un petit peu par la main quand même. Je sais pas si c'est une habitude ou une volonté. Alors non, c'est que ils sont très clairs sur leur packaging, leur jeu typé enfant. Il y a marqué ce jeu est pour la mémoire, ce jeu est pour la dextérité, et ainsi de suite. Là, c'est dans la même idée, sauf que c'est un vrai jeu. C'est un vrai jeu et c'est un peu du gros auteur derrière. Donc Odysseyland, que vous pouvez trouver en boutique pour entre 35 et 40 euros, est un jeu de Michael Kisling, voilà, qu'on connaît un peu moins que le deuxième, qui est Wolfgang Kramer. Oui, mais non, il y a tous les fanboys qui sont contents là. D'accord, parce que voilà. moi j'ai déjà du mal de prononcer les noms, alors les retenir. Voilà. C'est illustré par Franz Wawinkel. Qu'est-ce qu'il a fait, Wolfgang Kramer? Oh, tu regardes sur YouTube, mais bravo, c'est encore c'est préparé ça comme podcast. Non, ça nous dit qu'il y a des fanboys et tout, et puis. On va finir. C'est édité par Abba et distribué par Abba.
Comment ça fonctionne le jeu ? Le jeu a la particularité de permettre 3 fonctionnements de base avec 3 scénarios. Les scénarios, globalement, ils impliquent comment on va compter les points de victoire à la fin de la partie. Le jeu commence, c'est un damier. Vous mettez vos personnages en haut à gauche du damier. Un damier qui fait de A à K, je crois. Oui, et A à K de 1 à 10. 1 à 10. Vous mettez un personnage qui sera tout à gauche, 4 à la suite, et 4 en ligne, 4 en colonne. Et des colonnes A à D, de 1 à 4, vous avez des personnages. Mais ils sont sur 0 en fait. Oui, voilà. En fait, ils sont en dehors du plateau, ils sont pas encore rentrés, mais c'est à vous de les faire rentrer. Et à partir donc de cela, ils sont en haut à gauche, et spoiler, ils vont se déplacer en bas à droite. Toujours dans le même sens. Vos déplacements se feront. Vous ne pouvez qu'avancer vers en bas à droite. Vous ne pouvez jamais remonter sur vos pas. Voilà, donc c'est soit en bas, soit à droite. Voilà, c'est ça. Vous le faites en 2 coups. Soit en bas à droite, mais pas. Voilà. Le quadrillage du plateau est très important parce que il y a 2 étapes dans le tour de jeu. La première étape, c'est on révèle des cartes qui vont mettre des choses sur le plateau. Donc à 10, il y a des herbes, machin, il y a des boucliers, ainsi de suite. C'est pas très dur. Ça ne sert qu'à dire qu'à cet endroit-là, on met ce type de ressources parce que le dessin du plateau indique la ressource qu'il y a dessus. Ouais, donc le plateau, les forêts, vous aurez des arbres médicinales. Oui. En fait, il est bien foutu parce que en haut à gauche, vous commencez, il y a beaucoup de forêts, de montagnes où vous allez trouver des bonus, des herbes, des épées. Après, vont commencer les toutes premières villes, vous allez retrouver quelques-uns de vos compagnons d'armes. Et sur le bas à droite, ça commence à être de la zone de spawn d'ennemis pour des gros combats. Et la rivière qui coupe un peu les 2 zones en 2, où vous avez des bonus, alors c'est très ponctuel sur la rivière. Et tout en bas, c'est les derniers personnages que vous avez recrutés qui serviront à rien en combat, parce que c'est les tout derniers. Bah oui. Vous pouvez pas remonter. c'est la grande ville. La grande ville tout en bas, vous pouvez choper les derniers points, mais donc il faut vraiment calculer votre trajet. Faut pas avancer trop vite au début. Il faut voyager, découvrir le paysage, prendre des herbes, se droguer. Donc une fois qu'on a révélé 2 cartes, donc on a fait popper 2 ressources sur la table, c'est à nous de jouer. Comment fonctionne le jeu ? Vous avez le droit à 2 déplacements en gros. Soit vous déplacez 2 fois le même personnage, soit vous déplacez 2 fois un personnage. Donc vous prenez une de vos personnages, un mouvement, et vous le faites déplacer autant que vous voulez sur le plateau. Dans une même direction. Si vous voulez faire aller en bas à droite, il faudra faire déplacer un coup en bas, un coup à droite. Voilà. Tant que vous tombez pas sur des ennemis maléfiques. Voilà. Vous pouvez sauter vos petits camarades de jeu, vous pouvez sauter vos propres pions, vous pouvez sauter les ressources si vous voulez pas vous arrêter pour les prendre. Par contre, s'il y a un combat, bim. Voilà. Donc soit tu t'arrêtes avant, soit tu le combats. Soit tu t'arrêtes dedans. Il y a passer sur l'eau, t'en fous, ils sont amphibies les gars, il y a pas de problème. Ouais. Voilà, c'est les aventuriers, ils peuvent le faire. Après, ils campent dans la rivière. Selon le scénario, les personnages, les aventuriers vont pouvoir se rassembler ou non de ta même équipe, mais ça dépend des scénarios. En fait, arrête-moi si j'ai une bêtise, mais les scénarios, j'ai l'impression qu'il y en a 3, c'est un peu un ordre de complexité, non ? La difficulté, la complexité augmente un petit peu avec les scénarios. Le premier scénario est celui de base, le deuxième permet de rassembler les personnages, et le troisième, en gros, c'est il faut aller vers la ville en bas à droite. Voilà, pour gagner le plein de victoire. Comment fonctionnent les combats ? Lorsque vous accumulez des ressources, il y a les herbes, qui sont des bonus de combat. Il y a les pièces qui permettent de faire soit un bonus, soit de relancer un dé qu'on obtient avec les épées. Donc, de la montagne. Les combats, c'est relativement simple. Vous regardez le nombre de bonhommes que vous avez dans le combat. Donc, c'est l'aventurier plus les. Ce qu'il a ramassé en chemin. Voilà. Dans les villes, pop les frères d'armes. Les frères d'armes. Voilà, les frères d'armes qui vous tombez dessus, vous suivent. Donc, ça fait plus 1. Voilà. On garde un monstre à 14. Tu comptes. J'ai 2 bonhommes, ça fait 2. Je vais utiliser 3 épées jusqu'à 3 épées. Je lance 3 dés. Une épée, un dé. Je lance, je fais la somme et là je regarde si je tue le gars ou pas. Si je le tue pas, je regarde si j'ai par exemple des pièces ou l'herbe pour augmenter. Donc l'herbe, c'est des touffes de 2 à 4. Voilà, c'est des plus 2, plus 4. Voilà, donc vous pouvez poser votre arbre pour augmenter votre score final. Voilà. Et les pièces, l'or qu'on trouve dans la rivière, c'est soit plus 1. Voilà. Soit pour relancer un dé. Si vous avez des dés. Parce qu'il y en a qui vont combat juste avec de l'herbe, les hippies. Ils y vont et hop, ils font plus 6 avec l'herbe. Ce qui est possible. Faut pas hésiter à les combats.
rapporte beaucoup de points de victoire dans tous les cas, dans tous les scénarios. Voilà. Mais par contre, c'est face cachée, donc vous tombez soit sur un bonhomme de 8, soit sur un bonhomme de 14. Sachant que quand t'as un dé faire 14, c'est compliqué. Voilà. Il y en a qui ont essayé. Ils n'ont pas réussi. Faut pas. Le jeu est fluide, il est rapide, il est plutôt. Je le pensais qu'on allait jouer à un jeu un peu plus bête que ça. Oui. Bon, ça casse pas non plus. On n'est pas là pour ça. Voilà. Mais bon. Voilà, vas-y, continue, je ferai mes reproches après. C'est fluide, ça passe bien. C'est pas full random, voilà. Il y a du hasard forcément. Hein. La partie, le fait de finir la partie uniquement sur un tirage de bonhomme, il y a du hasard. Le fait que tu poses au hasard, c'est du hasard, mais tu peux quand même t'arranger un peu pour, voilà. Ça permet de pas avoir toujours la même disposition en même temps sur le plateau, et c'est difficile de faire ça autrement que par soit des scénarios, soit du hasard. Voilà. Bon, après, ceci dit, c'est vrai qu'au début de la partie, il y a peu de ressources. Vous tirez quand même 8 cartes au début histoire d'initialiser le plateau. Il y a peu de ressources en jeu. Vous hésitez à aller trop vite parce qu'une fois que votre personnage il est au fond du plateau, vous pouvez pas le remonter, comme on l'a dit. Donc au début, vous avez joué. Non seulement les cartes vont sortir au hasard les ressources, et vous-même vous avez joué un petit peu au hasard. J'ai bougé ce bonhomme, chose que vous allez regretter très rapidement dans le jeu parce que zut, j'avais la ressource capopée que je voulais. Et au final, bon, la dernière partie qu'on avait faite, on s'est retrouvé. C'est celui qui chope le dernier monstre qui a gagné. Voilà. On attendait tous qu'il y ait un monstre qui sorte, il est sorti, et celui qui arrive à le choper, tout le monde était empilé autour, et il a gagné la partie. Puisqu'en plus ça se termine quand on pose la dernière ressource d'un certain type. Donc, les deux dernières ressources. Voilà, une fois que les épées et les frères d'armes sont épuisés, la partie s'arrête immédiatement. Du coup, vous savez pas vraiment combien de tours reste à jouer, hein, ça dépend un coup de bol. En gros, celui qui jouait le dernier monstre qui avait gagné, et ça s'est passé comme ça. Voilà. On peut prévoir de bloquer l'adversaire ou alors de faire des choses, mais c'est pas comme ça. Bloquer, c'est difficile. Je pense pas que ce soit l'idée de la mécanique. On peut, parce que vous pouvez pas vous arrêter sur les cases de vos petits camarades. Donc s'il est dans l'angle que vous voulez taper, c'est mort. Vous pouvez sauter par dessus, mais bon, c'est quand même difficile. Faut se mettre autour du monstre pour le bloquer. Ouais, c'est chaud de bloquer, mais c'est possible, mais c'est même pas souhaitable parce que faut le faire sur un coup de bol. Ouais. Ça se fait dynamiquement en fait. C'est-à-dire à la fin du jeu, comme tout le monde va se rapprocher du coin inférieur droit, on va commencer à avoir des zones de blocage qui vont se créer comme ça. Ouais, c'est un jeu avec si vous avez des enfants pour commencer à partir de 10 ans, c'est très bien. Surtout qu'il va être intéressant pour eux, un peu compliqué, limite pas tellement, mais surtout il sera pas bête à jouer pour vous quoi. Ouais. Non mais c'est pas pique-plume quoi. Ouais, voilà. Donc c'est sûr que c'est plus un jeu pour enfants. Il n'est pas aussi simpliste, je mets des grosses guillemets autour pour ceux qui ont la version audio, que les jeux en boîte jaune habituels d'Abba. Voilà, ouais. Mais ça reste pas non plus un jeu super compliqué. Il y a un peu d'aléatoire. Il y a de la stratégie. Il y a de la stratégie à la fin. Voilà. Quand il est trop tard pour regretter. Voilà, il faut réfléchir un peu à jouer, donc n'hésitez pas, c'est plutôt pas mal. Bon, avec des enfants, voilà. Choisissez le public, quoi, évidemment. Si vous êtes des joueurs avertis, moi je le recommanderais pas. Oui, non, mais c'est pas pour. Voilà, c'est pas le public là. Hein. Des enfants plus. Voilà. Pas tout à fait des ados, pas loin. Après, les ados, c'est foutu, ils jouent aux jeux vidéo, donc. Voilà, non, mais s'il y a un bouquin de Donjons et Dragons, ça évitera de choper des MST. Pour finir, les meeples sont cool, et le plateau est pas mal. Il y a beaucoup de ressources, donc c'est plutôt pas mal. C'est bien. Et sur cette blague très glaveleuse, c'est des glaires. Hein. Je suis désolé. On va vous laisser, et si vous pouvez l'acheter, il est pas cher sur eBay. Non, on va faire un Kickstarter, mais par contre, on est sympa, on va pas mettre 72 semaines de retard comme certains trucs. Voilà. Et c'est mes vannes qui sont pourries.